Oui, c'est une de nos faiblesses, c'est de ne pas essayer de remonter à la source, mais c'est une faiblesse que nous partageons avec le législateur, mais qui ne donne pas de grands moyens pour partir d'une évidence, pour essayer de la comprendre. Donc toutes les causes d'enrichissement un peu suspect. Mais c'est pas l'essentiel pour moi de ces deux histoires. Ce qui m'avait frappé, parce que je crois que j'étais à la chancellerie quand le juge Michel a été assassiné, c'était de voir que l'isolement était préjudiciable. Et c'est à partir de l'assassinat du juge Michel qu'on a dit, mais il faut trouver un système pour que le juge ne soit pas prisonnier du secret. Le secret, normalement, l'oblige à ne pas le partager. Bon, c'est bien que c'est pas aussi évident que ça dans la réalité. Mais il faut absolument contraindre un juge qui s'occupe de dossiers particulièrement difficiles et dangereux, et il faut l'obliger à laisser une trace de ce qu'il sait, pour que sa mort ne rompe pas la piste. Donc on avait dit, il faudrait que les juges dans ce genre d'affaires mettent dans une enveloppe, dans un coffre, des indications, etc. Bon, je ne sais pas ce que c'est devenu par la suite. Maintenant, c'est vrai, ce que sous-entend Yves Boisset est bien réel. On ne peut pas ne pas s'interroger sur l'existence de commanditaires d'une certaine importance. La symbolique de l'assassinat d'un juge en fonction est telle, pour l'impact politique qu'il peut avoir, qu'il faut être déjà doté ou d'une certaine inconscience ou d'une certaine puissance pour s'y résoudre. Alors, c'est vrai, à chaque fois on se dit, mais bon, on sait qui l'a tué, quand on le sait. Mais l'important c'est qui l'a fait tuer.